Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre point géographique, c'est monsieur Boubacar Tenguela, le grand philosophe, votre serviteur de la connaissance inconditionnelle. Aujourd'hui, comme j'ai déjà promis, comme nous avons prévu, nous aurons affaire aujourd'hui avec le 4e président des États-Unis d'Amérique, du nom de James Madison. Donc aujourd'hui, nous lui rendons un vibrant hommage. Il fait partie des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Comme vous le connaissez déjà, nous avons déjà eu droit à l'histoire de 3 présidents. Aujourd'hui, nous aurons le 4e président, tous reconnus comme père fondateur des États-Unis d'Amérique. Seulement Alexander Hamilton, le père de la finance américaine, qui n'a pas du tout été malheureusement président des États-Unis, parmi ses pères fondateurs. Donc, bienvenue à vous sur le Paradoxe Africain Show. Comme pédagogie l'oblige, comme d'habitude, comme stratégie, comme méthode d'enseignement ou bien méthode de renseignement, je veux utiliser aujourd'hui une citation de Benjamin Franklin pour nous permettre d'avoir une porte d'ouverture sur l'histoire de James Madison, ou bien Madison pour les francophiles. Beaucoup de personnes se posent la question, mais comment ce monsieur Boubacar Tenguela arrive à nous fournir ces arts de connaissances, ces arts d'information? C'est très simple, c'est à travers et grâce aux livres. Donc, j'invite les personnes, j'invite les curieux à se documenter, à chercher la connaissance. Car la connaissance, elle n'a pas de prix. Donc ici, vous avez ici Bill Clinton. Ici, c'est un livre que j'ai trouvé avec un premier ministre d'un pays donné. Sur sa table de conférence, il avait ce livre-là. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Ally at War. Donc, allié en guerre. Et ça, là, un autre livre que je recommande, ça, c'est l'histoire de la FBI. Un livre très important. Ce livre-là aussi, ne me taxez pas d'être démocrate. Ça, c'est Hillary Clinton. Ça, c'est la fille de Hillary Clinton et de Bill Clinton, Chelsea Clinton. Donc, ce livre-là, c'est un condensé des histoires des femmes courageuses. Moi, parfois, ne me taxez pas d'être féministe. Donc, bienvenue à vous sur le Paradoxe Africain Show. Aujourd'hui, comme j'ai déjà décidé ma stratégie, nous allons utiliser comme citation la citation de Benjamin Franklin, qui a été aussi un acteur de la fondation, voire de la construction de notre bien-aimé, les États-Unis d'Amérique. Bienvenue à vous encore sur le Paradoxe Africain Show. La citation du jour, elle vient de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin disait sur l'apprentissage: dis-le-moi et je l'oublie. Enseigne-le-moi et je m'en souviens. Explique-moi et j'apprends. Je reprends la citation de Benjamin Franklin sur la connaissance. Il disait: dis-le-moi et je l'oublie. Enseigne-le-moi, je m'en souviens. Explique-moi et j'apprends. Signé Benjamin Franklin. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec cette citation de Benjamin Franklin. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous avons affaire avec James Madison, le 4e président des États-Unis d'Amérique. L'histoire de James Madison. James Madison, il est né en 1751, il est mort en 1836. Il fut le 4e président des États-Unis d'Amérique et le principal architecte de la Constitution américaine. Surnommé le père de la Constitution, il a joué un rôle déterminant dans la rédaction du texte fondateur et a également rédigé la Déclaration des droits appelée Bill of Rights, que je viendrai expliquer ici. Les textes fondamentaux de la Constitution américaine, les 10 amendements, je viendrai les expliquer ici. Donc, on l'a surnommé comme étant le père de la Constitution. Vous savez, Thomas Jefferson a été le rédacteur en chef de la Constitution. Donc,
James Madison, qui est le 4e président des États-Unis, lui, il a été surnommé comme le père de la Constitution. Thomas Jefferson, c'est celui qui a écrit ou bien qui était le rédacteur de la Constitution. James Madison, lui, il a été surnommé comme le père de la Constitution américaine, notamment les 10 commandements qu'on appelle communément aux États-Unis d'Amérique en anglais Bill of Rights. Donc, je viendrai les expliquer ici. Sa naissance, le lieu de naissance et l'histoire de sa famille. James Madison, il est né en Virginie dans une famille de planteurs aisés. Donc, vous vous rappelez, Thomas Jefferson est venu d'une famille de planteurs. John Adams, la même chose. Et Washington, la même chose. Donc, c'est pour vous dire que l'agriculture peut être quelque chose de luxe si vraiment on s'adonne et on utilise notre connaissance, le savoir-faire. Donc, le père fondateur des États-Unis d'Amérique, la majeure partie d'entre eux, leurs parents étaient, je peux utiliser le terme cultivateur. Donc, c'est pourquoi d'habitude, parfois on utilise le mot en anglais du farmer. Donc, fermier ou cultivateur, c'est la même chose. Donc, James Madison, il est né en Virginie dans une famille de planteurs aisés. Il est diplômé de l'université de Princeton. Malgré une santé fragile qui l'a empêché de participer au combat, il s'est engagé très tôt dans la politique pendant la Révolution américaine. Donc James Madison, malheureusement pour lui, contrairement aux autres, il ne pouvait pas s'engager dans l'armée pour la lutte, on peut utiliser le terme physique, dans la guerre d'indépendance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme sa santé était fragile, lui, il s'est adonné à la connaissance. Donc, à la recherche de connaissances, il a étudié à l'université de Princeton. Donc, lui, il a utilisé, c'est-à-dire le cerveau, pour la cause de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Inspiration pour la jeunesse. Inspiration pour ceux qui se sentent ou bien ceux qui pensent que leurs conditions physiques ne le permettent pas de faire, c'est-à-dire des choses physiques. Donc, si vous êtes réduit de façon physique, essayez de développer la connaissance pour servir l'humanité ou bien pour servir votre communauté. Donc, James Madison, il s'engage très tôt dans la politique pendant la Révolution américaine. Rôle dans la fondation des États-Unis d'Amérique. Donc, maintenant, nous allons voir le rôle qu'il a pu jouer. En 1787, lors de la Convention de Philadelphie, Madison a présenté le Virginia Plan, qui est devenu le modèle structurel du gouvernement fédéral américain. Pour défendre la ratification de cette nouvelle constitution, il s'est associé à Alexander Hamilton et John Jay pour écrire le Federalist Paper. Une fois la constitution adoptée, il a été élu à la Chambre des représentants où il a élaboré les 10 premiers amendements garantissant les libertés individuelles. Donc James Madison, lorsque en 1787, la Convention de Philadelphie, il a présenté un plan qui est devenu le modèle structurel du gouvernement fédéral américain. Pour défendre la ratification de cette nouvelle constitution, il s'est associé à Alexander Hamilton, qui a été le 3e président des États-Unis, et une autre personnalité ou bien personnage de la Révolution américaine du nom de John Jay, pour écrire le Federalist Paper. Vous savez, les États-Unis d'Amérique ici, ils ont privilégié la connaissance, les compromis. Donc, tu peux avoir une idée qui est contraire à la mienne, mais si tu arrives à me convaincre de ton idée, je peux accepter ta position et ton idée. Donc c'est ça la véritable, ou bien c'est ça une gouvernance, ou bien c'est ça qu'une nation qui veut se construire doit privilégier. Ce n'est pas la violence qui construit une nation. Si vous voulez réussir votre combat, la violence, c'est-à-dire éliminer certains physiquement ou bien les isoler, cela ne résout pas le problème de votre pays. Inspiration pour la jeunesse africaine. Donc, James Madison,
Une fois la Constitution adoptée, il a été élu à la Chambre des représentants où il a élaboré les 10 premiers amendements garantissant les libertés individuelles. Donc il a été élu ou bien, nommé comme député. Donc élu par ses pairs. Donc député, vous savez, ici, le Chambre de représentants aux États-Unis, ici, nous avons 2 chambres. Nous avons le Chambre de représentation qui a 2 mandats, 2 ans pour mandat, qu'on appelle ici les représentants ou bien les députés, et les sénateurs. Et c'est-à-dire, eux aussi, ils jouent presque le même rôle. Donc, James Madison, avant de devenir président, il a d'abord été député. Avec Thomas Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis d'Amérique, il a fondé le Parti républicain démocrate, qui s'oppose à la politique fédéraliste. Il a ensuite servi comme secrétaire d'État sous Jefferson, supervisant l'achat de la Louisiane en 1803. Donc, James Madison, d'abord, avant de devenir président, c'est pour vous dire d'abord, pour être un vrai leader, il te faut d'abord de l'expérience. Mais ce n'est pas les expériences, d'abord de la connaissance. Les États-Unis d'Amérique, pourquoi ils ont réussi leur révolution, pourquoi ils ont réussi, c'est-à-dire leur indépendance, c'est parce qu'ils ont privilégié d'abord la connaissance. Ça, c'est le contraire de l'Afrique. L'Afrique, on privilégie l'ethnie, on privilégie, c'est-à-dire les coalitions ou bien les compromis tribaux au détriment de la compétence. On ne peut pas réussir dans ça. Donc les États-Unis, ils ont privilégié la connaissance, c'est-à-dire l'intégrité de la personne devant n'importe quelle situation donnée. Donc James Madison, il a été d'abord député, on peut dire, représentant à l'Assemblée des États-Unis d'Amérique. Il a été aussi il a été avec Thomas Jefferson comme secrétaire d'État sous Jefferson. Secrétaire d'État, comme vous vous rappelez, je l'ai déjà dit, il a été comme Premier ministre sous l'ère de Thomas Jefferson. Lorsque Thomas Jefferson était président, il a été le Premier ministre de Thomas Jefferson. Donc, il supervise un point très important, l'achat de la Louisiane. Vous savez, je l'ai déjà expliqué ici que Thomas Jefferson a acheté la Louisiane auprès de Napoléon Bonaparte, 15 millions de dollars à leur temps. Donc, James Madison, étant le Premier ministre, a supervisé, c'est-à-dire les négociations auprès de Napoléon Bonaparte pour l'achat de la Louisiane. Donc, c'est pour vous dire que pour qu'un pays puisse réussir, il faudra que c'est-à-dire les acteurs qui la composent, notamment la partie du gouvernance, doit avoir des visions, même si ce n'est pas totalement marié, mais quand même des visions qui doivent avoir le même objectif, le bien-être de leur pays, le bien-être de leur population. Ce n'est pas avoir des coalitions ou bien des agendas pour détruire votre pays. Malheureusement en Afrique, c'est le cas en Afrique, c'est pourquoi ça ne marche pas. Tant que le président et le premier ministre ne privilégient pas l'intérêt de leur pays, vous n'irez nulle part. Ça c'est le contraire aux États-Unis ici. Avant tout d'abord, nous, on se soucie qu'est-ce qu'on va laisser pour notre grand pays, pour les États-Unis d'Amérique. Nous, notre objectif principal de ce monde-là, c'est comment, c'est-à-dire faire quelque chose qui va marquer de génération en génération. Ici, nous, on ne se soucie pas après nous, est-ce que c'est notre ethnie qui va prendre la reine? Est-ce que l'ethnie qui viendra va effacer notre ethnie, l'intérêt égoïste ici et là? Est-ce que c'est notre région? Non, non, non. Ici, les États-Unis d'Amérique, chaque acteur politique que vous voyez, ou bien chaque acteur politique que vous croyez, c'est-à-dire que vous croisez dans l'enceinte ou bien dans l'arène politique américaine, sa première souci, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour son peuple, qu'est-ce qu'il va laisser après sa vie. What we call legacy. Your legacy is the most important thing in our life in America. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. L'héritage que tu vas laisser, le nom que tu vas laisser, c'est ce qui importe. Ce n'est pas les clans, les tribus, l'ethnie. Ça ne nous regarde pas ici.
Pourquoi vous, les Africains, vous ne prenez pas comme exemple les États-Unis d'Amérique? Pourtant, le meilleur modèle de ce monde-là, c'est les États-Unis d'Amérique. J'entends certains dire, oh, la Chine, ceci et cela. Oui, parce qu'ils ont venu de loin, je suis tout à fait d'accord. Mais la Chine, leur façon de traiter human rights, ou quelque chose comme ça, vous tous vous le connaissez. Personne n'aime vivre dans la dictature. La Russie, la même chose. Personne n'aime vivre dans la dictature. Mais aux États-Unis ici, nous, on a le contraire. D'abord, la liberté individuelle, la liberté collective. Même si tu fais quelque chose de mal, tu as le droit de t'expliquer. Donc, peut-être, on peut te comprendre. Ça, c'est le contraire de ces genres de pays. Donc, l'Afrique, si vous voulez vraiment rentrer dans l'ère des grands, bien dans l'ère, c'est-à-dire du 21e siècle, avec une lumière que personne ne peut éteindre, il vous faut forcément suivre le pas des gens, le pas des États-Unis d'Amérique. Il nous faut obligatoirement, impérativement, de prendre comme l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une leçon de vie pour vous, pour la jeunesse, pour ceux qui veulent s'engager en politique. Partout en Afrique, l'Amérique reste et demeure le modèle, pour moi. Et j'en suis sûr pour vous aussi. Donc, maintenant, nous allons voir sa présidence. Présidence est la guerre de 1812. Élu président en 1808 et réélu en 1812, son mandat a été dominé par la guerre contre la Grande-Bretagne. Un autre fait très important à expliquer à la jeunesse. Donc, vous savez, les États-Unis d'Amérique, nous avons déclaré notre indépendance depuis en 1776. Mais est-ce que la Grande-Bretagne était satisfaite de notre indépendance? Non. C'est comme en Afrique actuellement, l'Afrique francophone. On vous cache, on vous dit que vous êtes indépendant, pendant que c'est nous jusqu'à présent, je parle de la France, qui choisissent les préfets qui gouvernent vos différents pays. Donc, en Amérique ici, nous, c'est le contraire. Lorsque nos pères fondateurs ont déclaré l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, d'abord nous avons fait la guerre pour récupérer notre indépendance vis-à-vis des Anglais, même s'ils se croyaient en ce moment le maître suprême de ce monde, la vie, le vaste, bien, le territoire que l'Angleterre contrôlait, l'Inde, l'Australie, l'Afrique, mais par la détermination de nos pères fondateurs, nous on a récupéré notre indépendance sur le champ, avec la guerre. Donc, depuis 1776, les Anglais n'étaient pas du tout satisfaits. Donc, il a fallu encore revenir nous attaquer. Donc, une information que je vais passer. L'Angleterre avait brûlé notre Maison Blanche. Donc, pour les francophiles, notre palais. Donc, là où le président actuellement vit, le président Donald Trump, que je salue de passage. Donc, the great man ever. For America. Donc, là où le président Donald Trump vit actuellement, l'Angleterre était venue ici incendier notre palais, donc la Maison Blanche. Donc, en ce moment, c'est James Madison qui était à la reine. C'est pour vous dire que les Africains, ou bien les colonies françaises, là, si vous pensez que la France va plier ses bagages et vous laisser tranquille, vous vous trompez. Parce que, leur survie dépend de votre vulnérabilité, c'est-à-dire de votre dépendance. Donc, si vous pensez que c'est comme ça, salam alaikum, c'est fini, vous êtes indépendant, non. Jamais. L'exemple est là. Donc, les États-Unis d'Amérique, depuis 1776, après 3 présidents, l'Angleterre est revenue pour nous attaquer. Heureusement, par la bravoure des Américains, nous, on ne se laisse pas faire. Donc, James Madison, son mandat a été dominé par la guerre contre la Grande-Bretagne. La guerre de 1812, la Grande-Bretagne, qui est l'Angleterre, a incendié la Maison Blanche. Et cela a déclenché pour protester contre les violations des droits maritimes américains et l'enrôlement forcé des marins par les Britanniques. Cette guerre a été difficile pour les États-Unis. Les troupes britanniques ont même envoyé Washington en 1814 et a incendié la Maison Blanche. C'est pour vous dire que l'indépendance, ce n'est pas seulement le mot. L'indépendance,
c'est un niveau. Il nous faut d'abord le moyen. Pour les Africains, ce que je vais vous dire, si vous voulez récupérer votre indépendance ou bien avoir et maintenir votre indépendance, la première des choses d'abord, c'est d'essayer de faire le compromis entre les différentes composantes de votre pays. Le compromis entre tribus, le compromis entre ethnies, des compromis entre différentes factions religieuses ou bien entre les religions. Sans cela, vous n'irez nulle part. Parce que chaque entité là, si chacun de vous reste dans sa coquille clanique et tribale, ceux qui sont en haut, c'est facile de vous manipuler. Donc, ne vous posez pas la question pourquoi jusqu'à présent, on vous amène des nullards pour vous gouverner. C'est parce que, le terrain est propice. À partir du moment là où vous décidez que l'ethnie ne compte plus, c'est la compétence qui compte, mais le bonheur suprême de ce monde-là viendra chez vous. Mais sans cela, non. Ne voyez pas seulement la France qui est là contre vous, non. Et les Chinois, et les Russes, chacun défend son intérêt. Donc, quand vous restez ou bien vous décidez de rester dans vos différentes ethniques et claniques là, chacun d'eux va choisir un camp. N'en parlons pas des Iraniens ou bien des Qataris. Chacun d'eux cherche une faction qu'il va sponsoriser pour passer leur agenda, pour leur intérêt personnel. Donc vous restez dans vos différences claniques et ethniques et tribales là. Donc il est temps que vous vous réveillez si vous voulez avoir le bonheur suprême de ce monde-là. Sans cela, chaque génération qui vient sera obligée d'être comme des esclaves à vie. Donc réveillez-vous, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Moi non plus, je ne suis pas du tout obligé de vous aimer si je suis africain. Je suis d'une tribu ou bien d'une ethnie différente de la vôtre. Mais entre un Chinois et un Pyroglandais, les Pyroglandais devraient le privilégier. Ou bien entre un Français et un Pyroglandais devrait privilégier le Pyroglandais. Mais si vous vous haïssez entre vous, le Chinois viendra profiter de votre ressource, il quitte. Le Russe viendra profiter de votre ressource, il quitte. C'est-à-dire l'Iranien viendra profiter de vos ressources, il quitte. Donc vous serez des éternelles victimes. Il est temps de changer vos mentalités. L'ethlina, ça ne sert à rien dans la concert des nations. Il y a les Chinois, ce n'est pas un seul ethnie qui est en Chine. En Russie, ce n'est pas un seul ethnie qui est en Russie. Y compris la France, ce n'est pas seulement un seul ethnie qui est en France. Donc les États-Unis d'Amérique ici, pourquoi quand je suis américain, c'est possible pour moi de rentrer dans l'armée, quelle que soit ma couleur de peau, quelle que soit mon ethnie, mon tribu, par rapport à un Africain qui est né dans un pays africain. Je connais la République de Pyroglande, il y a une entité sociale qui est barrée presque dans tous les postes de responsabilité du pays. C'est-à-dire la diplomatie, non, tu ne verras jamais un Pyroglandais dedans, qui est ici dans une ethnie particulière que je ne nomme pas ici. Vous ne pouvez pas changer le pays comme ça. Donc pourquoi privilégier des étrangers par rapport à vos compatriotes? Vous savez tous où est cela, c'est-à-dire ces arts d'agenda, ces arts de gouvernance vous conduit ou bien conduit. L'histoire nous a montré, l'Allemagne est là, le Rwanda est là. Donc il est temps que vous changez votre façon de voir. Mais d'abord, il vous faut d'abord privilégier le dialogue, il vous faut privilégier l'entente, le compromis entre différentes ethnies, entre différents clans. C'est la seule chose qui peut vous sauver tous. Mais si la majorité ou bien la minorité déteste la majorité déteste la minorité, vous restez dans ça. Nous les étrangers, on viendra profiter de votre faiblesse, de votre différence. Donc, il est temps que vous vous réveillez. Je reviens, James Madison, sa présidence, l'Angleterre était revenue nous attaquer ici. Mais par la force, par la bravoure des Américains, on les a repoussés. This is United States of America. Donc, le continent ou bien le pays des braves, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, les Anglais avaient incendié la Maison Blanche, mais, thanks God, on a réussi de sauvegarder notre indépendance.
Cependant, le conflit s'est achevé sur une note positive pour les Américains avec la bataille de la Nouvelle-Orléans menée avec Andrew Jackson, ce qui a provoqué un fort sentiment de nationalisme à travers le pays et la disparition du Parti fédéraliste. Après avoir quitté la présidence en 1817, Madison s'est retiré dans sa plantation de Montpelier, en Virginie, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1836, tout en prônant l'unité et la préservation de l'Union des États-Unis. Donc, après avoir quitté la présidence, il faut noter aussi James Madison, il a fait 2 mandats. Donc, il s'est retiré en Virginie, dans sa plantation de Montpelier en Virginie, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1836. Donc, tout en prônant l'unité et la préservation de l'union des États. Donc, maintenant, je vais donner le point essentiel des 10 amendements des États-Unis d'Amérique, qu'on appelle généralement Bill of Rights, les 10th Amendment. Les 10 premiers amendements des États-Unis d'Amérique. Ces articles ont été ajoutés pour assurer ceux qui craignaient qu'un gouvernement fédéral trop puissant n'abuse de ses droits sur la population. Donc nous,